Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de Sciences et Société. Nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est déjà une célébrité au sein de l'école, Céline Guivarch, que je vais avoir le plaisir de vous présenter rapidement. Donc Céline est polytechnicienne, elle a intégré le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et donc rejoint dans le cadre de sa formation l'école, où elle a suivi le département ville, environnement, transport, en eau et environnement à l'époque. Puis elle a fait une année de césure au sein de laquelle elle a participé pour la Sofreco, qui est une société qui fait du conseil en développement, à l'aide aux pays d'Asie centrale sur la définition, enfin une aide technique et méthodologique sur la définition de leur stratégie d'atténuation. Puisqu'à l'époque, il y avait une année de césure dans la formation des Corpsar qui a disparu depuis. Et puis elle a suivi le master d'action publique, donc l'ancêtre du pape Dédé, avant d'entamer une thèse au sein du CIRED. Donc le CIRED, c'est le Centre international de recherche en environnement et développement, donc un des plus grands, si ce n'est le plus gros laboratoire d'économie du climat et de l'environnement en France, sous tutelle de différentes écoles, mais dont l'école des ponts. Et donc Céline a soutenu son doctorat en 2010 et puis son HDR en 2017, donc sur les questions de modélisation des coûts des politiques climatiques, et puis derrière ça les questions de stratégie d'atténuation, d'égalité et d'équité dans la répartition de l'effort, et puis évidemment sur différents sujets ayant trait effectivement à l'appréhension par l'économie des stratégies climatiques d'atténuation et d'adaptation. Elle enseigne au sein de l'école, tu interviens dans le cycle ingénieur dans le cours de... Non, tu n'interviens pas dans ce cours. Voilà, non. Mais tu interviens dans le master d'action publique, donc PAP-DD, tu interviens dans le master transport et développement durable, et tu as créé un cours au sein de l'école polytechnique qui va ouvrir à la rentrée prochaine, qui s'appelle Engineering Sustainability, s'ingénier pour durer. Voilà, et qui montre qu'effectivement l'école polytechnique avait besoin de l'école des ponts pour être au top sur ce sujet. Donc Céline est aujourd'hui directrice de recherche au CIRED, où elle dirige l'équipe de modélisation. Elle est auteure principale du 6e rapport du 3e groupe de travail du GIEC. Elle est membre du Haut Conseil pour le climat. Et la qualité exceptionnelle de ses travaux de recherche interdisciplinaire sur le changement climatique, donc combinant sciences du climat, économie et mathématiques appliquées, a été récompensée par le prix Irène Joliot-Curie de la jeune femme scientifique en 2020. Alors évidemment, un tel CV, il constitue à lui seul un modèle de trajectoire à la fois inspirant pour toutes et tous, mais j'avais pas envie d'arrêter le portrait de Céline en si bon chemin, parce que je pense que c'est effectivement généralement comme ça qu'on se présente. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, on parle de son métier et en fait c'est pas ça qu'elle fait dans la vie. Ce qu'elle fait dans la vie, c'est que c'est une femme qui a mis la cohérence et le partage au cœur de son action, sans pour autant ne jamais les porter en bandoulière. Elle est la preuve qu'on peut être une chercheuse internationalement reconnue tout en ayant renoncé à prendre l'avion. Que l'on peut mener une carrière de premier plan dans le domaine scientifique sans sacrifier sa vie de famille. Que l'on peut faire valoir ses idées au sein d'un univers qui est encore un univers marqué par une surreprésentation masculine, simplement par la qualité de son travail scientifique et la qualité de ses interactions. Que l'on peut maîtriser des outils numériques complexes tout en cherchant en permanence les voies pour rendre compréhensibles et appropriables les résultats de la recherche pour le plus grand nombre, toujours attentive aux avancées de la pédagogie et de la médiation scientifique. Donc sa volonté d'associer rigueur scientifique et approche par le sensible et le souhait de mobiliser les nouvelles formes pédagogiques, elle participe à des podcasts, elle cherche à développer des jeux sérieux, tout ça l'a conduit à s'impliquer dans cet ambitieux projet de bande dessinée qu'elle va nous présenter et auquel nous souhaitons autant de succès qu'aux Incroyables économiques de Michael Goldwyn et Danny Bird, et du Monde sans fin de Jean Covici, qui a dépensé le million d'exemplaires vendus. On souhaite le même destin à cette bande dessinée, et sans plus attendre, je te passe la parole.
Merci beaucoup pour cette introduction. Tu m'avais prévenu que ce serait élogieux, je suis un peu mal à l'aise. Mais c'est un plaisir d'être ici. Donc, vous, si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que vous êtes sans doute... vous vous sentez concerné par la question du changement climatique, vous êtes peut-être engagé sur cette question-là, vous avez peut-être lu les rapports du GIEC, tous les mots des rapports du GIEC, et vous avez envie d'en savoir plus, ou peut-être vous êtes juste simplement curieux et vous vous dites que ces rapports du GIEC, quand même, c'est pas très digeste, c'est un peu repoussant. Et que finalement avoir quelque chose sous une autre forme, ça pourrait être bien. Donc moi, ce qui me vaut d'être là, c'est effectivement d'avoir été une des milliers de scientifiques impliqués dans la rédaction des rapports du GIEC, donc du dernier cycle d'évaluation, le 6e cycle. Et puis là, la sortie d'une BD qui s'appelle Horizon climatique, qui se donne l'ambition de donner des clés d'entrée dans dans les rapports du GIEC pour tout un chacun qui est curieux, d'y amener un peu d'humain, un peu de sensible, de montrer que les chercheurs sont aussi des humains, et aussi, finalement, pour des gens qui connaissent déjà le sujet, de donner des accroches pour aller plus loin. Alors, cette BD, j'en suis pas autrice, hein. Je suis un des personnages dans la BD. Les auteurs, c'est Iris Amatadion et Xavier Henrion. Donc, Iris, elle est chercheuse, elle aussi, et passionnée de BD et scénariste de BD le soir et le week-end. Et donc c'est elle qui a vraiment porté ce projet-là. Elle est juste venue chercher des auteurs du GIEC pour travailler sur, voilà, nous interviewer et en faire quelque chose. Et donc Xavier, lui, est dessinateur. Et tous les deux se mettent en scène en fait dans cette BD. Donc voilà, moi aujourd'hui, ça me donne un prétexte pour vous parler des rapports du GIEC. Et je vais essayer d'être à la hauteur du travail de Iris Amatadion et de Xavier Henrion. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de mêler dans ma présentation des planches de la BD et des grands messages du rapport du GIEC et des graphiques des rapports du GIEC. Alors évidemment, je vais balayer très large, donc tout ne va pas être ma propre expertise, parce que moi j'ai travaillé sur une petite partie du rapport, je vais aussi me permettre de vous montrer des graphiques qui ne sont pas ma propre expertise, mais pour pouvoir avoir une vision un peu large des questions. Donc, vous le savez sans doute, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc, c'est une organisation onusienne qui a été fondée en 88, et les membres du GIEC, c'est les pays. Et donc, la mission de cette organisation, c'est d'établir l'état des connaissances scientifiques sur le changement climatique. Donc, le GIEC ne produit pas de nouvelles recherches, le GIEC évalue l'état de la recherche, et elle fait ça en faisant des rapports d'évaluation pour lesquels sont mobilisés des milliers de scientifiques de plein de disciplines différentes et du monde entier. Et donc il y a un fonctionnement par cycle d'évaluation. Le 6e cycle d'évaluation s'est clôturé l'année dernière avec la publication du rapport de synthèse de ce cycle. Et là, on vient d'ouvrir le 7e cycle d'évaluation où il y a déjà un premier rapport focalisé sur la thématique des villes, donc qui va être une thématique importante pour nous à l'École des Ponts, donc qui commence à être mis en production. Donc dans le 6e cycle d'évaluation, il y a eu les 3 rapports généraux des 3 grands groupes sur la physique du climat, sur les impacts du changement climatique, la vulnérabilité des écosystèmes et des sociétés humaines à ces impacts et les options d'adaptation à un climat qui a déjà changé et qui va continuer à changer. Et le rapport du groupe 3, donc celui auquel moi j'ai participé, sur les options d'action pour l'atténuation, donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter l'ampleur du changement climatique.
Il y a eu aussi des rapports spéciaux donc sur des thématiques un petit peu plus focalisées. Et puis le cycle se conclut par un rapport de synthèse. Donc ces rapports-là, c'est des milliers de pages qui s'appuient sur des dizaines de milliers d'articles scientifiques. C'est un travail d'évaluation et de rédaction de cette synthèse de l'état des connaissances qui s'étale sur 3-4 ans. On reçoit des centaines de milliers de commentaires d'experts et des gouvernements, et on répond à l'ensemble des commentaires, et tout ça est rendu public. Vous pouvez aller sur le site du GIEC et voir ces centaines de milliers de commentaires qui ont été faits et les réponses qui ont été faites. Et donc les rapports du GIEC, c'est vraiment la somme des connaissances les plus à jour, établies selon un processus qui est transparent et qui est très collectif. Voilà. Donc maintenant, on va parcourir finalement quelques grands messages de ces rapports. J'espère que vous ne les découvrez pas. Et ce que nous dit le rapport du groupe 1, donc sur la physique du climat, c'est aujourd'hui un fait scientifique établi. L'état des connaissances, il permet d'affirmer que les activités humaines sont responsables de l'intégralité du réchauffement global de la dernière décennie, dont le niveau de température a plus 1,15 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, est très probablement le plus élevé depuis au moins 100 000 ans. Et dans la BD, c'est Christophe Cassou, un des auteurs justement du groupe 1, qui explique un des éléments qui permet de conclure sur ce qu'on appelle l'attribution aux activités humaines du réchauffement du globe que l'on mesure. Donc l'attribution, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des modèles de climat, des simulations de l'évolution des températures en faisant varier les facteurs qui sont représentés dans le modèle, avec seulement les facteurs naturels. Donc en bleu, là, dans le graphique qui tient. Donc les facteurs naturels sur les échelles de temps de quelques décennies à quelques siècles, c'est essentiellement les variations de l'activité solaire et l'activité volcanique. Et on voit que, avec les facteurs uniquement naturels, on ne reproduit pas du tout les observations. Par contre, en rajoutant les activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre en particulier, les observations sont reproduites. Et ça, c'est un des éléments qui permet de donner cette confiance dans l'attribution de ce réchauffement qu'on mesure aux activités humaines. Et en fait, c'est les deux graphiques que Christophe Cassou tenait, c'est la simplification de ce graphique-là, qui est dans le résumé à l'intention des décideurs du groupe 1, qui remontre cette question de l'attribution. Et puis, vous avez aussi les reconstitutions sur le passé du climat qui permettent de conclure que la température actuelle est très probablement la plus élevée depuis au moins 100 000 ans. Et si on regarde d'un petit peu plus près ce qui se cache derrière les activités humaines, c'est la concentration de gaz à effet de serre dans notre atmosphère qui augmente, en particulier du CO2, mais aussi du méthane, et qui, avec un effet de masque, un effet refroidissant des aérosols. Et donc, il y a un des facteurs explicatifs derrière une forme d'accélération ces dernières années, c'est justement une diminution des aérosols du fait de la lutte contre la pollution de l'air, qui est une très bonne chose pour la qualité de l'air et la santé humaine, mais l'effet de masque diminue. Et donc, voilà la compréhension qu'on a de ce qui explique le réchauffement du globe qu'on mesure. Et évidemment, ce réchauffement du globe, il se traduit en augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes de chaleur, des précipitations intenses, des sécheresses, en fonte des glaciers, des calottes glaciaires, en montée du niveau de la mer, en augmentation des risques de feu, en augmentation des inondations, qui ont des répercussions de plus en plus dangereuses sur les écosystèmes et sur les systèmes humains dans toutes les régions du monde. Et l'état des connaissances, il nous permet aussi d'attribuer
au changement climatique anthropique et donc aux activités humaines, l'augmentation des extrêmes. C'est particulièrement le cas pour les extrêmes de chaleur dans une grande partie des régions du monde. Et vous l'avez sans doute noté, on vit en effet des vagues de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes en France et qui surviennent sur des périodes qui sont de plus en plus étendues. Cette attribution des extrêmes au changement climatique anthropique, elle est aussi établie pour les épisodes de précipitations intenses et les sécheresses dans un certain nombre de régions du monde, et en particulier pour l'Europe. Et on sait que chaque augmentation du réchauffement, il se traduira par une escalade rapide des risques. Par exemple, on sait que les extrêmes de chaleur, ils augmentent plus vite que le réchauffement moyen du globe. Ce qui était un extrême de chaleur rare, avec une probabilité d'un 50e, dans un climat non réchauffé, il a déjà vu sa fréquence se multiplier par près de 5. Ça devient un événement relativement rare, mais avec une fréquence d'un 1/10. Et ça deviendrait un événement habituel dans un monde à plus 4 degrés. Pour vous donner une idée, en France, dans un monde à plus 3 degrés, plus 3 degrés, ce serait à plutôt plus 4 degrés. En France, on aurait le jour le plus chaud qui verrait sa température augmenter de 5-6 degrés. Et les villes, elles ont un risque encore plus grand du fait de l'effet d'îlot de chaleur urbain. Et donc ça veut dire que 50 degrés à Paris, en fait, ça fait partie des risques auxquels il faut qu'on se prépare. Et c'est là que ça devient une question d'adaptation aux effets du changement climatique. Donc sur le cas des extrêmes, de température, de chaleur, de précipitations intenses et de sécheresse, on sait que l'aléa, il va augmenter, mais les risques et les dommages, ils vont dépendre de cette augmentation de l'aléa, mais aussi de l'exposition, donc le fait qu'il y ait des écosystèmes, des infrastructures, des humains à l'endroit où ont lieu les aléas, et que ces systèmes soient vulnérables à ces aléas. Et donc les risques et les dommages, ils résultent du croisement des aléas, de l'exposition et de la vulnérabilité. Et finalement, l'adaptation, ça va être venir jouer sur l'exposition et la vulnérabilité, chercher à réduire l'exposition et la vulnérabilité aux effets du changement climatique. Et on sait par exemple que l'artificialisation des sols, elle augmente la vulnérabilité aux précipitations intenses, tout simplement parce que ça accélère le ruissellement. Et donc, des options d'adaptation vont être de revenir favoriser l'absorption par les sols des précipitations, par exemple. Et donc, là, vous avez un exemple d'option d'adaptation. Et pour s'adapter, on va avoir besoin d'anticiper quels sont les risques futurs, et pour ça, de faire des scénarios prospectifs où on va regarder quel pourrait être le changement climatique que l'on va subir dans les années qui viennent et de quoi il dépend. Et donc, on fait des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui sont ensuite utilisés en entrée des modèles de climat qui en font des scénarios de changement climatique qui servent en entrée de modèles qui regardent justement les impacts et les risques dus aux effets du changement climatique. Et comme je le disais, on sait que le long de ces trajectoires d'émissions, le long de ces scénarios de changement climatique, chaque fraction de degré supplémentaire, elle se traduit en canicule, en sécheresse, en inondation, en franchissement de seuil de tolérance pour les écosystèmes, pour les humains, en risque pour les infrastructures, pour la sécurité alimentaire, pour l'accès à l'eau, pour la santé humaine, pour la sécurité. Et avec ces risques qui augmentent, on sait que la probabilité de conséquences en fait graves, généralisées et irréversibles, elle augmente.
Et pour regarder et pour communiquer dans les rapports du GIEC les risques, on va faire des cartes de différents risques à différents niveaux de réchauffement. Et donc là, vous avez par exemple des cartes d'extinction, de risque d'extinction d'espèces à différents niveaux de réchauffement, avec un niveau de réchauffement limité à 1,5 degré, à 2 degrés, ou des scénarios avec des émissions de gaz à effet de serre qui seraient plus élevées, voire très élevées, et qui nous amèneraient à des réchauffements à l'échelle du globe de 4 degrés. En dessous, c'est une carte sur les risques pour la santé humaine, en fait, avec le nombre de jours où les différentes zones se retrouvent dans des situations de température et d'humidité qui posent un risque sur la santé humaine si on n'a pas accès à des systèmes de rafraîchissement. Et donc avec des risques de mortalité, en fait. Et si on résume à très très gros traits, à l'échelle mondiale, les risques principaux, c'est le stress thermique, je viens d'en parler. C'est aussi les pénuries d'eau. Donc on sait qu'à 1 degré de réchauffement global, il y a environ 250 millions de personnes supplémentaires qui risquent d'être exposées à une pénurie d'eau, et à 2 degrés, c'est le double. Donc vous voyez que 0,5 degré, en fait, ça a l'air de ne pas être énorme, et des variations de 0,5 degré, on en connaît, on en vit toute la journée, mais c'est vraiment un proxy qu'on va utiliser pour parler du changement climatique, mais ce qui compte, c'est vraiment l'ensemble des effets sous-jacents. Et 0,5 degré de différence, ça peut faire une énorme différence sur les risques pour les écosystèmes, les infrastructures, les humains. Le troisième risque majeur à l'échelle mondiale, c'est un risque pour la sécurité alimentaire, parce que dans beaucoup d'endroits, les rendements agricoles diminuent du fait des effets du changement climatique. Et puis enfin, des risques d'inondation, notamment d'inondations côtières. Et donc l'évaluation, c'est que d'ici le milieu du siècle, environ 1 milliard de personnes vivant dans les basses terres des villes littorales ou dans les petites îles seront exposées à des risques d'inondation très fréquents. Les risques qui diffèrent d'une région à l'autre, à la fois dans leur nature, mais aussi dans leur ampleur. Et on a là aussi à très gros traits quelque chose qui est de l'ordre de la double injustice, avec les pays et les communautés humaines qui contribuent le moins aux causes du changement climatique, aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont exposés de façon disproportionnée aux effets du changement climatique et qui sont aussi plus vulnérables à ces effets. Néanmoins, il ne faudrait pas penser que l'Europe n'est pas exposée et vulnérable à des effets du changement climatique. Et là, pour l'Europe, on a des risques principaux sur les vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, avec un impact négatif sur la santé. Les évaluations donnent des risques de 30 000 décès par an en Europe à un niveau de réchauffement mondial de plus 1,5 degré. Il y a aussi des impacts négatifs sur la productivité au travail ou sur les capacités cognitives, d'ailleurs dans les apprentissages, c'est des choses qui sont montrées. Et puis les vagues de chaleur ont des effets en cascade sur les risques de feux de forêt, sur la qualité de l'air, et les évaluations montrent que, en fait, par exemple, à plus 3 degrés, les systèmes de santé sont vraiment à risque en Europe. L'autre grand risque, c'est les risques d'inondation, à la fois dans les terres et sur les littoraux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un air qui est plus chaud, il peut contenir plus de vapeur d'eau, et donc quand il pleut plus. Et c'est ça qui rend les épisodes de précipitation intenses plus intenses.
Et puis, sur les littoraux, il y a aussi la montée du niveau de la mer qui accroît les risques de submersion marine à marée haute ou lors de tempêtes, par exemple. L'autre grand risque en Europe, et particulièrement en Europe du Sud, dont le sud de la France, hein, c'est des pénuries d'eau, et on le voit déjà, avec des effets sur de multiples secteurs. Et en premier lieu, hein, en première ligne, on a le secteur agricole qui subit à la fois des conditions de chaleur et de sécheresse combinées, avec des pertes de production qui sont déjà mesurées, où on sait que les risques ils augmentent avec chaque fraction de degrés supplémentaires. Si je vous cache les petites barres, en fait, ces petites barres, c'est des façons de résumer les niveaux de risque. Ce qu'on voit, c'est que limiter le réchauffement du globe à un niveau bas, il réduit vraiment les risques et les pertes et les dommages. Donc là, c'est pour un niveau qui serait limité à 1,5 degré. Je vous rappelle qu'on est à plus 1,15 degré déjà aujourd'hui. Et que, en fait, 0,5 degré de différence, même en Europe, change beaucoup la gravité des risques, hein, avec des risques beaucoup plus élevés, en particulier pour ceux liés aux pénuries d'eau et aux extrêmes de chaleur, et particulièrement sur le pourtour méditerranéen. Donc ça donne une importance cruciale à l'adaptation et à la prise en compte des pertes et des dommages. Donc on sait qu'il existe des options pour s'adapter. Par exemple, dans les villes, pour gérer les risques d'inondation, il y a des systèmes de drainage, de réabsorption, de désartificialisation à certains endroits pour permettre d'absorber davantage. On sait aussi que ramener de la végétation, de l'eau en ville, ça amoindrit l'effet d'îlots de chaleur urbains. Et donc, voilà, il y a des options pour s'adapter. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des limites à l'adaptation. On ne peut pas s'adapter à tout parce que, d'abord, les risques deviennent de plus en plus forts, se combinent avec des effets en cascade. Aussi parce que y a certaines options, toutes les options, donc je parlais de ramener de la végétation en ville, oui, mais la végétation elle-même est vulnérable aux effets du changement climatique, et donc vous ne pouvez pas tout éviter comme ça. Et c'est pour ça que l'adaptation seule ne permettra pas de faire face au changement climatique, et qu'on a aussi besoin de s'attaquer à la cause du changement climatique, à l'atténuation. Mais donc, je voulais vous remettre cette phrase qui me semble être une des phrases les plus importantes du rapport de synthèse du GIEC, hein, qui nous dit que sans mesures d'atténuation et d'adaptation urgentes, efficaces et équitables, le changement climatique menacera de plus en plus les écosystèmes, la biodiversité, ainsi que les moyens de subsistance, la santé et le bien-être des générations actuelles et futures. Et on a un niveau de confiance élevé dans cette phrase, qui veut dire qu'on a énormément d'éléments convergents dans l'ensemble de la littérature scientifique qui permettent d'affirmer ça. Et je vous en ai montré quelques éléments jusqu'ici, et je vous invite évidemment à aller creuser plus loin dans le rapport du GIEC et dans la BD elle-même, où il y a déjà bien plus que ce que je peux vous dire là. Et donc j'en arrive à la question de l'atténuation, qui est donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement des puits, des absorptions de carbone, parce que en agissant sur les causes du changement climatique, on vise à limiter l'ampleur du phénomène et à éviter les effets les plus graves. Donc l'état des connaissances scientifiques, il fait ressortir 3 grands messages sur l'atténuation. Le premier, c'est que bien qu'on ait commencé à agir, les actions mises en œuvre aujourd'hui sont très, très insuffisantes. Pourtant, et c'est le deuxième message, des options pour accélérer les actions existent.
Et enfin, activer ces options nécessite de lever des obstacles économiques, financiers, culturels, institutionnels, de gouvernance, etc. Et de penser les synergies et les risques d'antagonisme avec les autres objectifs de développement durable. Et donc, avant de parler d'atténuation, je vais juste vous rappeler que les causes du changement climatique, c'est pareil, donc elles sont bien connues, hein, c'est les activités humaines et c'est les émissions dues aux activités humaines de gaz à effet de serre qui s'accumulent dans notre atmosphère. Donc la majeure partie, environ 3/4, ça provient de la combustion d'énergie fossile, c'est-à-dire de charbon, de pétrole et de gaz qu'on appelle le gaz naturel, qu'on pourrait appeler le gaz fossile, qui servent à produire de l'électricité, de la chaleur, du mouvement, qui est utilisé dans l'industrie, dans les transports, dans les bâtiments principalement. Il y a une petite partie des émissions qui provient de procédés industriels spécifiques, par exemple la production de ciment. Et puis on a environ 20% qui provient de l'agriculture, de la foresterie et des sols et des changements d'usage des sols. Donc pour l'élevage, il s'agit essentiellement du méthane émis par les ruminants et dans une quantité plus faible des émissions de protoxyde d'azote dues aux usages d'engrais azotés. Et l'autre partie importante, elle vient de la déforestation qui réduit le stock de carbone qui était dans la végétation et qui conduit donc à des émissions de CO2. Et ce qui compte, ce n'est pas les émissions, c'est les concentrations. On est sur une question de stock, pas sur une question de flux. Et les émissions continuent à augmenter à l'échelle mondiale. Ça veut dire que le stock, il augmente de plus en plus vite. Et c'est ce que nous dit Roland Seferian, un chercheur à Météo France, sur cette planche. Donc, si je le rapporte à moi en l'occurrence, mes grands-parents, pour certains d'entre vous, ça va être vos arrière-grands-parents, pour d'autres, je ne sais pas, vous voyez, ils sont nés à des concentrations de CO2 à peine au-dessus de 300 parties par million. Et en 60 ans, la concentration qu'ils ont vue a augmenté d'à peu près 10%. Donc moi, je suis née en 1980 à 339 parties par million. Et la concentration avait augmenté de 10% quand j'ai eu 21 ans. Pour quelqu'un qui est né en 2000, à 370 parties par million, cette augmentation de 10%, elle a eu lieu quand vous aviez 15 ans. Et cette semaine, la dernière mesure de la concentration de CO2 dans notre atmosphère en haut du Mauna Loa, elle est à 428 parties par million. Elle va rebaisser un petit peu avec le cycle de la végétation dans l'hémisphère nord qui va en reprendre un petit peu. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, elles sont très inégales entre les pays et entre les individus. Et à l'échelle mondiale, on a environ les 10% les plus riches qui contribuent à émettre 40% des émissions de gaz à effet de serre, tandis que les 5% les plus pauvres représentent moins de 15% des émissions mondiales. Donc on peut maintenant parler d'atténuation, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, on utilise des modèles, mais cette fois-ci, des modèles qui représentent les évolutions des systèmes techniques, des systèmes économiques, des infrastructures, de la démographie, des modes de vie, des choix de production et de consommation, et les interactions entre tout ça. Et ça nous permet de faire de la prospective. On n'est pas dans une démarche de prévision, on est vraiment dans une démarche d'explorer les évolutions plausibles ou possibles, et on va donc faire des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, et puis on va venir rajouter des politiques et des mesures qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc produire des trajectoires qu'on va appeler des trajectoires d'atténuation. Et on va regarder finalement qu'est-ce qu'elles impliquent en termes d'augmentation de la température moyenne du globe. Et puis on va aussi pouvoir aller analyser qu'est-ce qu'il y a comme changement structurel sous-jacent, comme changement des productions, des consommations dans ces trajectoires.
Et là, vous avez les trajectoires qui sont compatibles avec stabiliser l'augmentation de la température annuelle moyenne du globe par rapport à l'ère pré-industrielle bien en dessous de 2 degrés. Et ce que vous voyez, c'est que ça implique des baisses d'émissions mondiales extrêmement rapides, hein, les cascades dans cette planche. Donc la planche en question, c'est en fait ce graphique du résumé à l'intention des décideurs du rapport de synthèse du GIEC, mais un petit peu simplifié. Donc on peut maintenant regarder ce graphique de façon plus détaillée. Donc si on commence par les scénarios en couleur rosée, c'est les scénarios qui projettent les émissions futures de gaz à effet de serre dans lesquels on fait l'hypothèse d'un maintien des politiques climatiques qui sont déjà en place aujourd'hui. Parce que je ne vous ai pas dit, mais on a déjà commencé à agir. Dans beaucoup de pays du monde, il y a déjà des politiques et mesures qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et bien qu'elle n'ait pas réussi à inverser la tendance à l'échelle mondiale, où on a encore des émissions qui sont à la hausse, les estimations, c'est quand même qu'elles ont permis d'éviter plusieurs milliards de tonnes de CO2 équivalent par an. Donc on a commencé à agir. Et quand on cherche à prolonger des scénarios dans lesquels ces politiques et actions sont maintenues, on arrive à des émissions mondiales qui restent légèrement à la hausse et qui impliquent une augmentation de température de l'ordre de 3 degrés à la fin du siècle, ce qui veut dire de l'ordre de plus 4 degrés en France à la fin du siècle. On a ensuite donc les trajectoires d'émissions qui seraient compatibles avec limiter l'augmentation de la température moyenne du globe à 2 degrés ou à 1,5 degré en vert et en bleu. Et puis la barre grise, la barre grise qui est là, ça quantifie où nous conduirait la mise en œuvre exacte à l'horizon 2030 des contributions nationales annoncées dans le cadre de l'accord de Paris. Et donc il faut retenir 3 choses finalement de cette évaluation. 1, on est loin d'être sur une trajectoire qui nous permettrait de limiter l'augmentation de la température du globe sous 2 degrés. On a un manque d'ambition dans les contributions annoncées, mais aussi un manque d'action et politiques et mesures pour réaliser ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et enfin, et c'est dans la petite chose qui est en dessous du graphique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quel que soit le niveau de stabilisation qui est visé, que ce soit 1,5 degré, 1,6 degré, 1,7 degré, etc., ce qu'il faut atteindre à terme, et le à terme c'est en quelques décennies en fait, hein, c'est 0 émission nette de CO2 à l'échelle mondiale. Tant qu'on n'aura pas atteint 0 émission nette de CO2 à l'échelle mondiale, la situation continuera d'empirer. Ou dès qu'on aura atteint 0 émission nette à l'échelle mondiale, l'augmentation de la température arrêtera d'empirer. Certains impacts ont de l'inertie, comme la fonte des glaces et la montée du niveau de la mer, et là, ça continuera à empirer, mais sur les éléments liés à la température, liés aux extrêmes de température, etc., il n'y a quasiment pas d'inertie. Et donc, ces trajectoires qui sont compatibles avec 2 degrés ou 1,5 degré, elles impliquent des transformations majeures de l'ensemble des grands systèmes, les systèmes énergétiques, les systèmes de transport, les systèmes agricoles et alimentaires, nos villes, etc. Et donc des transformations majeures. Mais si des transformations majeures sont nécessaires, un des grands messages du rapport du GIEC, et qui est finalement le message positif, hein, c'est qu'aujourd'hui, on dispose de multiples options pour accélérer l'action. Et plus précisément, ce que nous montre le rapport, c'est qu'il existe des options de réduction des émissions dont le coût est inférieur à $100 la tonne de CO2 et qui, cumulées, pourrait réduire les émissions mondiales de moitié d'ici 2030. Le rapport y met aussi l'accent sur les actions d'atténuation qui portent sur les demandes d'énergie, de matériaux, de biens, de terres,
et montre qu'il y a là un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans différents secteurs, et en classifiant finalement les actions par différents leviers qui portent sur les infrastructures, qui portent sur les organisations sociales et les comportements. Et puis parmi les actions qui portent sur les demandes, il y en a certaines qui reposent sur la sobriété. Et ce levier de sobriété, il est important et il est défini dans le résumé à l'intention des décideurs du GIEC. Et une définition, alors bon, traduite en français, c'est que la sobriété, c'est l'ensemble des politiques, mesures et pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter des demandes d'énergie, de matériaux, de terre, d'eau, tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites planétaires. Alors dans la BD, il y a un détail finalement de ces évaluations-là. Et donc par exemple, dans le secteur des bâtiments, le potentiel de réduction des émissions qui porte sur les demandes, il est évalué à 7 milliards de tonnes à l'horizon 2050 à l'échelle mondiale. Il y en a une partie qui vient de l'adoption de technologies, des équipements efficaces, l'installation de renouvelables, la construction de bâtiments zéro consommation énergétique. Il y a des éléments qui viennent des transformations des infrastructures, de l'aménagement urbain pour des villes plus compactes, avec des espaces verts, la diminution des surfaces neuves construites. Et puis, en vert, il y a les comportements et pratiques qui favorisent les économies d'énergie, par exemple, régler le thermostat 1 degré plus bas. Je vais passer ça. J'ai déjà insisté sur les situations différentes entre individus. Les situations, elles sont aussi différentes entre pays. Et je vous le disais, avec à gros traits, les plus exposés et les plus vulnérables aux effets du changement climatique, qui ont le moins contribué et contribuent toujours le moins à la cause du changement climatique. Et donc, on a une question de solidarité internationale, qui est un des objets des négociations sur le climat, les COP. Alors, il ne vous aura pas échappé que c'est un peu difficile, ces négociations. Et un des points d'achoppement majeurs, c'est la question des financements, avec les pays développés qui s'étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an, qui ont été en retard pour honorer cette promesse, qui l'ont maintenant honorée. Et ces 100 milliards de dollars par an, face à l'enjeu, restent de toute façon extrêmement insuffisants. Ça, c'est des choses qui sont évaluées dans le rapport du groupe 3 du GIEC, avec une évaluation des investissements, des besoins en investissement qui sont sous-jacents aux trajectoires d'atténuation, et puis une quantification aussi des investissements effectifs dans les différents secteurs. Et en gros, l'évaluation elle montre qu'il y a un facteur entre 2 et 30, donc les investissements effectifs, selon les secteurs et les régions du monde, ont besoin d'être multipliés par entre 2 et 30 pour être à la hauteur de l'enjeu. Ce que le rapport montre aussi, c'est que ce n'est pas tant une question de mobiliser des investissements supplémentaires à l'échelle mondiale, des capitaux supplémentaires, c'est vraiment une question de réorientation des investissements qui vont encore aujourd'hui très fortement dans des options très carbonées, dans les énergies fossiles notamment, et dans des structures qui maintiennent et renforcent notre dépendance aux énergies fossiles, et que c'est bien une question de réorienter ces investissements vers les secteurs et sous-secteurs où il y a des besoins en investissement pour l'atténuation. Et donc je vais terminer sur ce que je pense être la figure la plus emblématique du rapport de synthèse du GIEC, qui s'appuie sur les warming stripes, et donc où on a une bande colorée par année qui devient de plus en plus orange aujourd'hui, et donc ça c'est qui matérialise le réchauffement en cours, et puis dont la rougeur dans le futur dépend en fait du scénario d'émission dans lequel on va être, et donc dépend de nos actions individuelles et collectives à partir d'aujourd'hui. Donc l'état des connaissances, il est clair, Nous avons une étroite fenêtre d'opportunité
qui se referment rapidement. Chaque délai à agir se traduit en menaces croissantes pour le bien-être et la santé planétaire, et chaque décision compte. Et comme conclut la BD, en fait, l'avenir, il ne dépend pas de l'état des connaissances, mais de ce que nous en faisons, collectivement. Et bien, à vous de jouer. Et si vous avez des questions, je peux essayer d'y amener des éléments de réponse, mais je ne suis pas experte de tout ce que j'ai présenté. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'avais une petite question concernant la production d'électricité. Vu que vous avez dit que le secteur de la production d'électricité, c'était à peu près 40% des émissions et de CO2, et qu'on prévoit, l'Agence internationale de l'énergie prévoit une augmentation d'environ 50% d'ici 2050 de la consommation d'énergie. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une efficacité énergétique qui va être suffisante pour pouvoir baisser ces émissions? Et est-ce que le changement de comportement va être assez draconien pour pouvoir atteindre cet objectif? Ou est-ce que c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue? Merci. Peut-être, ouais, non, je peux répondre une par une. Quand on fait des scénarios, on ne fait pas de la prévision. Moi, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Ce qui est assez clair dans les scénarios qui atteignent une limitation du changement climatique à des niveaux relativement faibles, 1,5 degré, 2 degrés, c'est qu'on a effectivement des transformations majeures, à la fois, si on parle d'électricité, sur la façon dont on la produit à l'échelle mondiale, mais aussi sur les usages de l'électricité. Et ce que montrent les choses, c'est que, oui, le levier de modération des demandes, il est important, justement parce qu'il rend un tout petit peu moins énorme le défi de décarboner intégralement la production d'électricité. Donc, et particulièrement dans les pays les plus développés, dont fait partie la France, il y a vraiment une question d'agir aussi sur les demandes, et notamment les demandes d'électricité, pour répondre à la question. Après, ce qu'il faut vraiment avoir en tête quand même dans cette histoire de changement climatique, c'est que chaque émission est compte et chaque émission évitée est compte. On n'a pas un truc sur on y arrive ou après plus rien n'est possible. En fait, chaque émission évitée, c'est des impacts et des dommages évités. Donc voilà. Oui. D'abord, merci pour votre exposé. C'est très clair et passionnant. Alors, moi, j'ai une remarque et une question. Alors, la question, c'est sur les villes. Moi, j'ai travaillé là-dessus dans ma carrière d'autrefois. Et j'ai un peu regardé les statistiques. Et c'est quand même très embarrassant. Parce que si on regarde, on a une catégorie... Enfin, on a une classification à 4 rubriques. C'est fait par l'Agence européenne de l'environnement. Et donc, vous ne trouvez pas la ville parce que vous avez... utilisation d'énergie, procédés industriels, agriculture et déchets, donc les villes on ne les voit pas. Et si je regarde les travaux du HCC dont vous faites partie, on a une catégorisation en 6 rubriques. Et là c'est pareil, les transports ils ne sont pas tous urbains, l'industrie c'est pas tellement urbain, vous voyez, donc même chose. Alors ma question, est, alors de plus, le problème c'est que on va avoir sans doute dans les 40 ans qui viennent, plus 2 milliards d'humains. Le problème, à mon avis, n'est pas tellement en Europe, c'est plutôt au niveau des pays du Global South ou des pays du Sud, qui ont des taux de croissance extrêmement importants. Donc moi, je trouve que c'est assez difficile, au fond, La seule chose qu'on peut dire, c'est une sorte de métaphore, qui est, vous les villes, vous êtes de gros émetteurs, mais vous êtes peut-être le lieu de la solution. Mais si on veut sortir de la métaphore pour avoir des faits et pour mesurer un peu, est-ce que les différentes formes urbaines comptent et tout ça, je trouve qu'il faudrait commencer par le premier point,
c'est au fond avoir une classification normalisée, internationale, qui permette de faire des comparaisons. Alors si vous avez une réponse, ça me serait utile. Maintenant, c'est ma remarque. Au fond, moi, ça fait des années que je regarde toutes ces choses-là, et je dirais que vous, comme tout le monde de la recherche, on fait partie des gentils. C'est-à-dire qu'on pense que l'analyse rationnelle va permettre de changer les pratiques. Le problème, c'est que derrière les pratiques, il y a des intérêts. Et quand vous voyez, par exemple, actuellement, que les prévisions du transport aérien, on leur dit, vous voyez, sur 50 ans, vous étiez 1% de GES, maintenant vous êtes passé à 3%, vous regardez leurs prévisions, ils disent, dans les 30 ans qui viennent, on va doubler le trafic. Bon, alors, d'accord, les moteurs ont été améliorés, on consomme peut-être un peu moins, mais globalement, en stock, ça va fabriquer plus de CO2. Même chose, on fait des tas de théories. Vous regardez le comportement des pays du Golfe, les producteurs de pétrole, vous allez à Dubaï, vous vous dites « Oh my God !» Vous voyez, c'est un truc... Donc je dirais que, est-ce qu'il ne serait pas temps, au fond, de se dire, puisqu'il y a des bad guys, et pas seulement des gentils, que certains travaux du GIEC mettent les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut appeler un chat et de dire qu'il y a des comportements coupables qui ne sont pas acceptables et qui posent des vrais problèmes. Ouais, alors sur le premier point, oui, les villes concentrent les populations, les activités, les émissions et les leviers d'action. Il y a énormément de recherches qui s'intéressent à l'échelon urbain, tant sur les questions d'adaptation que sur les questions d'atténuation. Et il y a aussi énormément de villes qui s'emparent des questions. Et la centralité des villes fait que le prochain rapport spécial du GIEC, il est justement sur les villes. Donc voilà, il vient d'être... organiser la première réunion de travail pour définir une table des matières de ce rapport qui, cet été, va être examiné et négocié et in fine approuvé, on l'espère, par l'Assemblée générale du GIEC. Et ensuite, le rapport va être mis en production, mais sans forcément attendre le rapport du GIEC. Il y a une masse de connaissances sur la question ville et changement climatique. Et à l'école, il y a par exemple quelqu'un comme Vincent Viguier, qui est vraiment expert de cette question-là. Ensuite, sur les gentils, les méchants, tout ça. Alors, les chercheurs, on n'est pas naïfs non plus. Il y a aussi des gens qui travaillent en économie politique sur les questions, ou en histoire, ou en sociologie, ou sur le rôle des lobbies. Il y a aussi des recherches sur les différents moyens d'action, sur les actions qui passent par le juridique, etc. Et aujourd'hui, il y a un état des connaissances sur ces questions-là, avec alors quelques paragraphes de synthèse de l'état de ces connaissances dans le rapport du GIEC. Donc, par exemple, ces questions d'organisation, d'agences qui sont sur des effets bloquants ou au contraire qui ont tendance à lever les blocages. C'est dans le chapitre 13 du rapport du GIEC, où il y a une analyse sur le rôle des médias, le rôle des lobbies, le rôle des ONG, le rôle des institutions publiques. Voilà. Donc, et effectivement, après, je pense pas que les chercheurs ne sont pas non plus naïfs. On sait bien que ce n'est pas les connaissances qui déclenchent les actions. Et je pense que c'est pour ça aussi que on accueille avec énormément de joie des projets comme une BD qui parle de changement climatique, en allant amener les questions sur les émotions aussi. Donc voilà. Mais c'est un vaste sujet. Merci Céline pour ton exposé. Moi, je voudrais mettre le doigt, continuer sur les contradictions. Il y a une trentaine d'années, il y avait l'AOSIS, c'était l'association des petites îles, donc qui disait attention, c'est grave, le changement climatique, on va être inondé, et qui dans le même mouvement était contre la taxe carbone,
sur le kérosène des avions. Et donc, moi, ce qui me gêne dans toutes ces questions, c'est qu'en fait, on a l'impression que la faute, c'est toujours les autres, les méchants, il y en a, c'est clairement, mais on ne va jamais chercher en nous, quoi. On est contradictoire. Pour un problème comme le CO2, la solution, ce sera une taxe carbone. Si on veut coordonner 8 milliards d'individus, bon, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Ma question, c'est est-ce que c'est débattu au sein? Pourquoi est-ce qu'on refuse obstinément une des mesures qui nous ferait changer de trajectoire, quoi. Voilà. Alors, des fiscalités sur l'énergie ou sur le carbone, il y en a, y compris en France, qui ne sont pas à un niveau suffisamment élevé pour déclencher l'ensemble des transformations nécessaires. Et les niveaux qu'il faudrait pour déclencher l'ensemble des transformations nécessaires sont très élevés et rendent les choses assez inacceptables. Alors là encore, c'est beaucoup dans le chapitre 13, justement, sur les mesures et politiques d'atténuation. Et l'évaluation, il me semble que ce qui ressort, c'est que le consensus, c'est qu'il n'y a pas, comme il n'y a pas une solution technique miracle, il n'y a pas non plus un instrument de politique et mesure miracle qui on fait ça et hop, ça va nous déclencher tout. C'est que c'est bien des questions de paquets de politiques et mesures pour aller finalement faire quelque chose qui va pouvoir dans les contextes spécifiques, localement, nationalement, aller déclencher les transformations et que ça ne va pas être juste une fiscalité carbone qui va permettre de faire les choses. Et si on le regarde même en France, une fiscalité carbone, c'est bien joli. Si on n'a pas construit les alternatives et donner un accès à ces alternatives à l'ensemble, les gens se retrouvent coincés et juste à payer la taxe carbone, ce qui est inacceptable pour certains. Et donc, ça ne peut pas être le seul levier. Il y a des questions d'investissement direct, il y a des questions où, à certains endroits, c'est des régulations toutes simples, et des choses qui sont des interdictions. À des endroits, ça va être des choses qui vont passer plus par de la subvention, de l'accompagnement, etc. Et c'est bien ces paquets de politiques qu'il s'agit de construire. Il me semble qu'il est vraiment plutôt là. Le consensus, c'est moins facile que de dire on a un outil miracle, mais c'est l'état des connaissances. Ouais, bonjour. Vous avez parlé de 1 milliard de personnes sous l'eau. Est-ce que vous avez un chiffrage en nombre de morts en fonction des différents scénarios? Alors, je ne l'ai pas en tête. Il y a des choses qui sont faites, j'en connais pas qui sont complètement agrégées sur l'ensemble des effets du changement climatique. Je sais qu'il y en a qui sont faits sur les vagues de chaleur. Et donc il faudrait aller regarder dans le rapport du groupe 2. Je pense qu'il y en a un il y a un chapitre sur la santé. Ce serait le point de départ que je vous donnerais. Mais ce n'est pas les recherches que je fais moi, donc je ne peux pas tout connaître. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour l'exposé. Moi, j'ai une question sur les scénarios, les SSP, là. Je ne les connais pas tous par cœur, mais je sais qu'il y en a dans lesquels il y a plus ou moins de coopération entre les parties prenantes, on va dire, les États, les gens, etc. D'autres où c'est plus de la compétition. Certains aussi qui reposent sur du technosolutionnisme à fond et d'autres moins. Et j'aurais bien aimé... Enfin, vous pourriez nous faire un petit topo rapide là-dessus, s'il y a des grandes lignes qui ressortent. Est-ce qu'il marche Ouais. Plus ou moins. Alors, merci. En réalité, des scénarios, on en fait beaucoup. Ces fameux SSP, là,
c'est un petit nombre d'archétypes qui sont utilisés pour être des objets frontières entre les différentes communautés qui travaillent sur le climat pour que finalement tout le monde se coordonne autour de ces mêmes objets et qu'on puisse synthétiser la connaissance avec des choses comparables. J'y mettrais pas beaucoup plus de sens que ça. Quand on regarde les questions maintenant d'atténuation, on va faire beaucoup plus de scénarios parce que 5, c'est très peu pour pouvoir explorer les choses. Et finalement, si on regarde d'ailleurs ces SSP, autant ils sont utilisés dans le groupe 1 et dans le groupe 2 pour synthétiser les choses, autant dans le groupe 3, pas du tout. Dans le groupe 3, ce qu'on a fait, alors c'est qu'à la fois on a analysé la littérature scientifique, une partie de la littérature est sur les scénarios, une partie est sur autre chose. On a aussi collecté, on a ouvert une base de données dans laquelle les différentes équipes de recherche pouvaient soumettre leurs scénarios. Des scénarios à l'échelle nationale ou à l'échelle globale. Et donc il y a 2 chapitres, le chapitre 3 et le chapitre 4 qui sont là-dessus. Et en parallèle d'analyser la littérature dans son ensemble, on a aussi analysé cette base de données de scénarios. Et on a sorti un certain nombre d'archétypes qui ne sont pas les SSP en eux-mêmes pour regarder, pour essayer de communiquer aussi, finalement, qu'est-ce qui est commun à l'ensemble des scénarios et qui est des points de passage un petit peu incontournables. Et il y a des choses comme une réduction rapide des énergies fossiles qui est commun à l'ensemble des scénarios. La vitesse exactement, elle varie un petit peu de ce qui se passe, mais sur les autres leviers. Et puis après, il y a des archétypes qui vont sortir sur justement des scénarios qui ont fait l'hypothèse, qui sont allés pousser à fond les leviers de réduction des demandes pour analyser les implications. Donc là, il y a un archétype là-dessus, etc. Et donc, c'est pas tant les SSP qui sont utilisés dans ce cadre-là. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui, il y a une difficulté, une contradiction entre les exigences de performance de la recherche et les émissions de gaz à effet de serre. La performance de la recherche, elle est mesurée au niveau du chercheur, des labos, de l'école des ponts, même ou du pays. On espère pouvoir la résoudre, mais si jamais on se rend compte qu'on n'y arrive pas, que dans quelques années, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter et que dans notre rétroviseur, on a toujours d'autres établissements de recherche dans le monde qui continuent à être à fond sur la pédale d'accélérateur. Est-ce qu'on peut faire le choix de lever le pied et du coup de se faire dépasser? Est-ce qu'il existe des travaux d'économistes qui traitent de ce problème en termes de sociologie des organisations, dilemme des prisonniers? Si jamais l'école des ponts fait le choix, par exemple, de dégringoler dans les classements et d'améliorer son bilan de gaz à effet de serre, Anthony sera convoqué dans le bureau de la ministre, mais pas pour être félicité sur son bilan de gaz à effet de serre. Après, il y a plusieurs façons de répondre. Il y a une façon qui est de convoquer le moral et de se dire qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est juste de faire dans ce genre de situation et qu'est-ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'on veut jouer le jeu de la compétition en ne se posant pas d'autres questions et voilà. Il y a d'autres façons de répondre, de se dire en fait, les indicateurs pour mesurer les choses, le succès de la recherche, c'est pas les bons et il faut se battre pour les changer. Ouais, on peut essayer de contribuer à ça. Il y a aussi fondamentalement, je ne suis pas si sûre que... alors oui, les analyses qui sont faites, il y a une corrélation entre les émissions et les H-index, machin, etc. Bon, peut-être. Je suis quand même pas complètement convaincue qu'en tant que chercheur, aller faire le tour du monde pour faire des conférences où on reste 3 jours, ça nous rend vraiment plus productifs. C'est fatigant, tout ça, et on pourrait y aller moins et travailler à la place.
et on aurait peut-être aussi plus de papier. Donc c'est une vraie question, à mon avis, et y compris d'inégalité dans la recherche, parce que la construction d'un réseau de collaboration, le fait de se faire connaître pour être recruté, pour avoir des opportunités qui s'offrent à nous, etc., ça demande effectivement d'être mobile. Et donc c'est surtout les plus jeunes qui, à l'inverse, sont aussi les plus conscients et qui se restreignent le plus. Et donc il me semble en fait qu'il y a une vraie question d'organisation collective de nos processus et de nos normes et de nos institutions dans la recherche. Après, à titre personnel, je peux témoigner, j'ai pas pris l'avion depuis 2016, sauf une fois pour le GIEC. Et mon H-index n'a jamais autant augmenté que depuis 2016. Donc il me semble que, faut pas non plus, voilà. Et le H-index, en vrai, c'est bien, mais on s'en fout aussi un peu, quoi. Donc faisons une recherche qui a du sens, qui permet de faire avancer les choses, et si selon un indicateur bidule qui à l'échelle du monde a été décidé pour comparer je ne sais quoi, et si on perd des places, désolé Anthony, mais je pense que c'est pas très grave. Oui, merci pour la présentation. Moi, je voulais savoir si dans les rapports du GIEC, il y avait une partie qui analysait tout ce qui est effet rebond, notamment quand on améliore la performance énergétique des systèmes industriels. Si on regarde les voitures électriques, elles ont augmenté en poids et en puissance, et je pense que ça perturbe pas mal de monde. Alors, dans la recherche, oui, c'est regardé. Il y a des revues systématiques récentes qui ont fait l'état des connaissances des différents canaux d'effet rebond et quantitativement, qu'est-ce qu'on a comme évaluation. J'ai regardé récemment dans les différents chapitres du rapport du GIEC, c'est plus ou moins présent, c'est particulièrement présent dans le chapitre sur les bâtiments, avec même un tableau récapitulatif des évaluations quantitatives des effets rebonds, qui est dans le supplémentaire immatériel du chapitre sur les bâtiments. C'est un peu moins présent dans d'autres secteurs. Après, il faut voir aussi que même si c'est des milliers de pages, ces rapports, ça ne peut pas être exhaustif de l'ensemble de la littérature. Et parfois, quand vous avez un sujet spécifique, vous allez en fait avoir une phrase et 3 références. C'est un point de départ, et puis après... Vous pouvez trouver d'autres éléments, et sur les effets rebonds dans la littérature, c'est un truc qui est regardé, vraiment. Merci beaucoup pour votre exposé. C'est une question difficile, mais pour vous, comment est-ce qu'on pourrait faire pour emmener tout le monde dans la transition? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une division qui se crée entre ceux qui sont engagés et ceux qui n'ont rien à faire. Et je trouve ça vraiment difficile Enfin, voilà, je ne sais pas, dans votre expérience, si vous avez un début de piste ou des idées qui vous viennent. Voilà. Si seulement je savais. Faut sortir de nos labos. Je pense, c'est pas non plus que de la responsabilité des chercheurs. Il y a vraiment aussi, une question de relais dans la société qui commence à se faire par certains. Je vois quand même les médias, par exemple. Alors pas tous, mais ce qui est un peu inquiétant en France, en Europe, ces derniers temps, c'est le côté clivant et je pense le clivage qui est en fait créé, manipulé sur ces questions-là un peu volontairement. Néanmoins, si je reviens aux médias, depuis quelques années, on voit bien qu'il y a certains médias qui ont pris le relais,
et qui commencent à prendre la mesure des choses et proposer dans leurs articles, quand c'est des journaux, dans leurs sujets à la télé, etc., à non seulement parler du changement climatique, du diagnostic, mais aussi des options d'action, que ce soit d'adaptation et d'atténuation. Donc ça, c'est un exemple de relais, il y en a d'autres. Donc voilà. Oui, merci beaucoup. Il y avait un droit de suite? Non, ok. Je me permets d'intervenir. En fait, je suis chercheur en sociologie, sciences politiques. Je suis à l'école depuis à peine 6 mois. Et mon nouveau projet de recherche est sur la sobriété. Et juste pour dire une phrase par rapport à cette question de comment embarquer tout le monde, ce qu'on sait en sociologie, c'est que le déplacement de la norme collective est quelque chose qui va plus jouer sur les leviers d'action que, par exemple, des incitations économiques. C'est-à-dire que le critère dans les sondages de « si tout le monde le fait », c'est un critère très important. Et à ce titre-là, moi, il y a un signal faible qui est au départ de mon nouveau projet de recherche, c'est qu'en fait, dans les discours publics, on a cessé de se moquer de la sobriété. Et donc le moment où on cesse de se moquer, c'est-à-dire on passe de la stigmatisation à quelque chose de respectable, ça s'est passé en 2020 en sortie de confinement pour le vélo taf. Le ton des articles de presse sur les gens qui utilisent le vélo au quotidien a totalement changé. Et sur la sobriété, on a une sobriété qui a été recodée dans des discours officiels de partis de la majorité qui, avant, se moquaient de la sobriété. Et donc, pour moi, juste ce changement de ton, c'est un signal faible vraiment intéressant et susceptible d'embarquer des gens qui n'auraient pas été embarqués avant. Donc voilà, il y a plein de choses, hein, il y aurait plein de choses à élaborer, mais juste pour vous donner un signal faible. Et mille merci pour l'intervention et désolée du côté un peu cavalier d'intervenir comme ça. Non, mais pour monter des projets ensemble. Mais merci, je pense que ça montre aussi que, en fait, il y a une expertise collective de plein de disciplines différentes, et aussi qu'à l'école des ponts, je pense qu'on a collectivement quelque chose d'assez unique sur le changement climatique et assez interdisciplinaire. Et donc voilà, donc c'est aussi un témoignage de ça, donc je vous remercie. Et par ailleurs, ce signal faible, il est positif, on a besoin de signal faible positif ces temps-ci. Donc voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais ça va bientôt être... Oui, donc merci pour votre intervention. Moi, ma question, c'était sur quelle source on peut s'appuyer, donc potentiellement le GIEC, mais c'est à vous de me dire du coup, pour savoir quels comportements doivent être abandonnés et lesquels sont juste mal organisés. Par exemple, aujourd'hui, les déplacements, on sait que c'est un problème, tout ça, et il y a des questions de est-ce qu'on est juste mal organisé en tant que société ou est-ce qu'il faut juste renoncer à certains déplacements et donc sur quoi se baser pour catégoriser selon l'un ou l'autre? Alors, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Je vais commencer par dire, si vous cherchez une source fiable d'information, le GIEC, il n'y a pas mieux. C'est vraiment le consensus scientifique établi collectivement sur la base de dizaines de milliers d'articles. Ça reste un construit humain, donc imparfait. On a aussi, y compris en tant qu'auteur du GIEC, on a nos propres biais, on vient avec nos visions du monde, etc. Et donc le résultat est forcément aussi... voilà. Mais comme source, vous n'avez pas mieux, vraiment. Sur les leviers d'action à l'échelle individuelle, j'ai un peu l'impression que c'est la question que vous me posiez. Il y a justement une évaluation. Alors, donc, je vous renvoie vers le chapitre 5 du groupe 3 sur l'atténuation, où il y a l'évaluation de la littérature sur ces sujets-là, et qui est résumée comme ça dans le résumé technique du rapport du GIEC, avec donc
qui classe finalement les actions en éviter, remplacer, améliorer. Et dans cet ordre-là, d'abord on cherche à éviter, ce qu'on n'arrive pas à éviter on remplace, ce qu'on n'arrive pas à remplacer on améliore. Et vous avez des évaluations quantitatives des différents leviers. Donc voilà, pour donner des idées, chercher à acheter tout en vrac et absolument aucun emballage dans la catégorie éviter, c'est quelques dizaines de kilos par an, et éviter un aller-retour longue distance en avion, c'est quelques tonnes, quoi. Donc bon, c'est assez vidu quantitativement. Merci. Merci beaucoup Céline, merci pour cet exposé. Si ce sujet vous a intéressé, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous aurons le ministre délégué au transport le 31 mai, dans le cadre des 20 ans du Master Transport et Développement Durable, qui viendra nous parler de sa vision de la décarbonation des transports en France. Voilà, c'est à 13h le 31 mai et vous êtes tous les bienvenus. Merci encore Céline pour la qualité de ton intervention et pour le partage que tu fais à travers ces médias-là. Merci.